Face à vous, comme tous les mardis sur Dash Media, chers téléspectateurs, bonsoir. Analyse, décryptage et commentaires sont les ingrédients de votre émission dans laquelle nous posons deux interrogations majeures ce soir. Vol de bébé au Cameroun, à qui la responsabilité? Et en éducation, quel avenir pour la jeune femme camerounaise? Pour la première partie de votre émission Vol de bébé au Cameroun, à qui la responsabilité? En effet, les vols de bébés dans les hôpitaux camerounais sont un phénomène qui se produit depuis de nombreuses années avec des conséquences graves pour les familles touchées. Selon les statistiques officielles, il y a eu plusieurs vols de bébés signalés dans le pays au cours des dernières années. Cependant, il est probable que le nombre réel de ce phénomène soit bien plus élevé, car nombreux sont ceux qui ne sont pas signalés ou détectés. Cette situation est inacceptable et met en danger la santé et la vie des nouveau-nés, ainsi que la confiance dans le système de santé de notre pays, le Cameroun. Une récente affaire, celle de mademoiselle Belle Esther, a fait la une de ces derniers jours dans les journaux et tous les quotidiens du pays, nous rappelant les failles de sécurité de notre système de santé. Malgré les nombreuses versions de cette affaire, les récentes déclarations et rétractions, ce fléau reste une réalité et fait ressurgir une vieille affaire qu'on pensait déjà classée dans les tiroirs, et de nouvelles révélations aussi ont refait surface, mettant à mal la réputation de nos infrastructures de santé publique. Vol de bébé au Cameroun, à qui la responsabilité? Je vous laisse vous installer confortablement et dans un instant, vous nous retrouvez sur ce plateau avec nos panélistes que vous allez découvrir. À tout de suite. Alors, de retour sur le plateau de votre émission, à ma gauche, nous avons Madame Yembel Marcel Émilie. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie d'être sur votre plateau. J'espère qu'avec les copanélistes, nous allons débattre et pour édifier les Camerounais et vos téléspectateurs d'ailleurs sur les thématiques qui sont à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Alors, juste à côté de vous, on a Madame Marie-Christine Molu, qui est entrepreneure et cofondatrice de l'association Women Act. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est le mien. Alors, nous avons un seul homme sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Guy Doumbé, qui est à ma droite, juriste, conseil des hôpitaux, directeur général du cabinet d'intelligence et d'ingénierie juridico-médicale H-Code. Bonsoir. Juridico-médical, oui. Merci. Bonsoir Eva, Eva Kenya. Bon. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, écoutez, c'est toujours un plaisir d'apporter, n'est-ce pas, des éclairages sur des sujets qui font l'actualité et qui touchent la vie. Donc, il est toujours important d'expliquer les choses scientifiquement, bien sûr. Techniquement et à la fin juridiquement. D'accord, merci beaucoup. Nous devions avoir un invité surprise sur ce plateau ce soir. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Il s'agissait de Madame Vanessa Tchatchoua, qui est une victime justement de ce fléau dans notre pays et qui malheureusement a dû se rendre à Yaoundé à la dernière minute. Alors nous allons commencer. Tam, ma première question sera à vous, Madame Marcel. Si après votre accouchement au Cameroun, on vous dit que votre bébé a disparu ou alors n'a pas survécu et a été enterré à votre insu, quelle serait votre première réaction? Première réaction en tant que femme, en tant que mère qui enfante tout de suite là et à qui on dit que le bébé a disparu ou n'a pas survécu. Il faudra déterminer les responsabilités. Il faudra déjà comprendre qu'il s'agit de deux cas. Vous évoquez là deux cas. Oui. Le bébé n'a pas survécu. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver que le bébé ne survive pas. Oui, ne survive pas après l'accouchement. Et là, on remet tout entre les mains de Dieu et on se dit, voilà, on fait son deuil et puis on passe à autre chose. Ça va prendre du temps parce que ça fait du mal de porter un bébé pendant 9 mois. Oui. Et à la fin, le bébé n'est pas avec vous parce que le bébé n'a pas survécu. Maintenant, si on vous dit que le bébé a disparu, alors là, il faut vraiment se battre pour savoir ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'à ce moment précis, on rentre dans un fait social où il y a une chaîne de personnes qui peuvent être interpellées pour répondre.
vous avez déjà au niveau de l'hôpital, vous avez toute la panoplie des personnes, tout un dispositif médical, le personnel médical hein, qui assiste à l'accouchement, à la salle d'accouchement. Il devrait répondre sur leurs responsabilités. Vous avez les membres de la famille, le membre qui accompagne la dame qui va accoucher, qui doivent répondre. Et vous avez aussi le personnel dirigeant même de l'hôpital qui doit répondre. Parce que là, le bébé a disparu. Bien sûr. Le bébé a disparu, ça veut dire que vous avez accouché dans de bonnes conditions. Et vous avez certainement entendu le premier cri de votre bébé et à la fin, on ne retrouve pas le bébé a disparu. Donc il faut interroger toutes ces personnes, il faut interroger le dispositif sécuritaire de l'hôpital. Oui. Et à ce moment-là, je veux dire, les enquêtes doivent être ouvertes et les responsabilités doivent être déterminées. Et maintenant aussi, des gens sont coupables de quelque chose qui répond de leurs actes au niveau de la justice. Donc, voilà. En tant que mère, il ne faudra pas laisser un bébé qui disparaît. D'accord. Madame Marie-Christine, je vous pose la même question. Vous venez d'accoucher dans un hôpital au Cameroun, un hôpital public, et puis on vous annonce que votre bébé n'a pas survécu, peut-être au réveil, après vous avoir plongé dans un coma, peut-être par rapport aux conditions d'accouchement, on vous dit au réveil que votre bébé n'a pas survécu, a été enterré. Quelle serait votre première réaction? Choquée. Oui. Choquée, certainement, je serais choquée. Parce que grossesse difficile, accouchement difficile, dans des conditions difficiles. Et à mon réveil, j'attends une bonne nouvelle, on m'annonce que le bébé est mort. Au lieu d'une seule mauvaise nouvelle, j'en reçois deux. Il est mort et il a été enterré. Vous savez, le processus de deuil est complexe. Si je ne vois pas mon bébé ou mon être cher que j'ai perdu, je n'arrive pas à faire mon deuil. Alors comment mon bébé a disparu? Comment un bébé disparaît dans un hôpital? Oui, effectivement. Voilà, c'est horrible. Alors, on se retourne vers vous, monsieur, pour savoir, du point de vue de la loi, qui est tenu responsable quand il y a disparition de bébés dans un hôpital. Alors, vous savez, quand vous parlez de disparition, ça demande quand même une certaine analyse approfondie, contrairement à la cessation de vie, qui peut être, n'est-ce pas, le contraire de la survivance à l'hôpital. Il faut savoir que à l'hôpital, comme dans tous les organismes, dans toutes les entreprises, dans tous les établissements, il y a des risques communs, n'est-ce pas, à toutes les organisations, et il y a des risques spécifiques selon l'activité de prédilection de l'entreprise. Alors, puisqu'on parle de l'hôpital, la disparition d'un enfant à l'hôpital fait partie des risques communs, n'est-ce pas, à toutes les organisations. On peut parler de rap d'enfants. Parce qu'on peut arriver à Dash TV, pendant que peut-être que vous êtes là avec votre enfant, et qui vous attend, donc, ouais, on la prend, on l'amène. Bon voilà, c'est quelque chose qui va être comparable à un enlèvement d'enfant à l'hôpital. À ce moment-là, il faudrait que l'établissement, comme l'hôpital, puisse apporter, n'est-ce pas, la preuve de la non-responsabilité, parce que si l'enfant disparaît à l'hôpital, il faudrait que l'hôpital apporte les raisons. Et on ne voit pas très bien comment un hôpital peut se disculper de la disparition d'un enfant ou de l'enlèvement d'un enfant. On ne voit pas quelle cause étrangère, n'est-ce pas, l'établissement pourrait apporter pour justifier ce fait. Maintenant, quand on parle de la... Vous avez parlé de la disparition, tout simplement. De la disparition. Bon, ça veut dire, si vous parlez de la disparition, je ne sais pas s'il faut parler de la cessation de vie, parce que c'est autre chose. C'est-à-dire l'enfant qui meurt, un enfant qui meurt dans un établissement, peut-être suite à un manquement fautif pouvant engager la responsabilité de l'hôpital. Donc peut-être qu'il faut reformuler votre question. Mais pourquoi? Mais si un enfant meurt lorsque sa mère est sur un lit d'hôpital, est-ce que l'hôpital a le droit d'enterrer cet enfant sans que la famille ou bien que la mère n'ait donné son accord? Non. Il faut savoir que chaque acte que l'hôpital doit poser dans le processus de prise en charge d'une malade, ok, en fonction de l'évolution, parce que l'information n'est pas statique. L'information dans le processus de prise en charge est évolutive. Et à chaque étape nouvelle d'un acte de prise en charge, il faut donner l'information au patient. Et le patient doit à chaque fois donner son consentement
lorsqu'il est en état de donner ce consentement. Et s'il n'est pas en état de donner ce consentement, bien évidemment, l'information doit être donnée à la personne de confiance qui l'accompagne. Ça peut être la famille, ça peut être une amie, mais quelqu'un à qui, n'est-ce pas, le malade fait confiance. Cette personne-là qui l'accompagne dans toutes les étapes et même pendant la consultation, par rapport à certaines pathologies qui sont assez compliquées, il faudra que le malade ou la malade soit accompagné d'une personne qui peut effectivement l'amener à prendre de bonnes décisions dans le déroulement de sa prise en charge. Maintenant, un enfant, encore quand vous dites enfant, ça suppose que la mère a déjà accouché. Bébé, oui. Voilà, si vous parlez de fœtus, c'est autre chose. Vous parlez d'embryon, c'est encore autre chose. Mais toutefois, lorsque le fœtus est déjà suffisamment constitué, étant proche de l'enfant, parce qu'on va parler de l'enfant lorsque la mère a délivré. Mais avant qu'elle ne délivre, on ne peut pas parler d'enfant. Oui. Encore, c'est d'ailleurs un débat qui est autour de la bioéthique en France. Et il faudrait quand même que ce débat soit également ouvert ici pour savoir à quelle étape est-ce qu'on est considéré comme fœtus être humain, ou enfant. comme être humain. Est-ce qu'un fœtus, est-ce qu'un embryon est un être humain? Est-ce qu'un fœtus est un être humain? Voilà, c'est les débats qu'il faut faire. Mais toutefois, maintenant, pour revenir à votre question principale, il peut y avoir mort pour plusieurs raisons. OK? La mort peut être la conséquence d'une faute médicale, d'une erreur médicale. OK? La mort peut être également la conséquence peut-être d'un antécédent que la mère avait déjà avant l'accouchement et qui n'a pas été diagnostiqué ou alors décelé pendant que, effectivement, elle était là pour délivrer. Mais toutefois, s'il y a mort, il faudrait que les raisons soient données par l'établissement. Aujourd'hui, quelles que soient les conséquences, n'est-ce pas? Quelles que soient les raisons qui ont entraîné la mort d'un enfant, il faudrait que l'établissement explique. On est mort, pourquoi? Quelle est la pathologie dont souffrait l'enfant? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une erreur? Ceci permet d'avoir une traçabilité et pouvoir établir les responsabilités. OK? Et l'hôpital doit pouvoir, l'établissement de santé doit pouvoir justifier la mort d'un enfant, la mort d'un patient. OK? Et ce n'est que comme ça que, après les expertises, parce que tout contentieux, s'il y a un contentieux qui est ouvert, tout contentieux médical doit toujours passer par des expertises médicales. Même s'il y a des situations où la faute est présumée, elle est visible, et la présomption de culpabilité est toujours incontestable. C'est à l'hôpital d'apporter la preuve, n'est-ce pas, de sa disculpabilité dans tous les cas. Madame Marcel, selon vous, en tant que maman, qu'est-ce qui manque à nos structures hospitalières au Cameroun? Qu'est-ce qui manque à nos structures hospitalières au Cameroun? Surtout les maternités, hein, puisqu'on parle de ça ce soir. Il fallait peut-être avoir aussi, en dehors du spécialiste qui est là, quelqu'un qui travaille vraiment à l'hôpital au niveau de la maternité. Parce que je ne peux pas dire très exactement ce qui... Mais vous fréquentez des hôpitaux. Oui, mais pas tout le temps. Donc, au niveau de la clinique, quelles sont vos attentes, par exemple, vis-à-vis des hôpitaux publics camerounais? L'accueil et voilà. puis le plateau technique. Mais j'ai fait un tour à la Quintiné il n'y a pas très longtemps. J'ai quand même noté l'évolution qu'il y a de ce côté-là. Il faut le dire, quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Et par rapport à l'actualité qu'on a vécue ces derniers jours-ci, par rapport à la disparition du bébé de la dame Belle et tout, j'ai suivi le ministre qui a dit que ce sont les caméras de surveillance qui ont permis, n'est-ce pas, de déterminer les responsabilités et comprendre qu'il n'y a pas eu vol de bébé, mais plutôt un avortement tardif. Donc voilà des choses dont on a besoin dans les hôpitaux. Déjà le plateau technique qui a relevé au niveau de l'hôpital à Quintiné. Quand vous y allez quand même, ce n'est plus le même hôpital d'il y a 20, 30 ans, je ne sais pas trop, 15 ans, 10 ans. Ça a complètement changé. L'accueil y est, et quand vous, c'est-à-dire en vous y rendant, vous ne vous voyez pas tout de suite devant la mort. Donc ça a évolué de ce côté. Mais seulement il ne faudrait pas que ce soit les hôpitaux soient seulement évolués au niveau des grandes villes. Les grandes villes, il faut aussi que dans l'arrière-pays, les femmes puissent être bien prises en charge dans l'arrière-pays pour qu'elles accouchent dans les bonnes conditions. Il ne faudrait pas qu'une dame qui est en travail subisse, n'est-ce pas,
ait des problèmes parce que il n'y a pas un plateau technique relevé où elle est dans l'arrière-pays et il faut la transporter de toute urgence, peut-être dans les hôpitaux de référence en ville. Donc, ce qui est fait au niveau des grandes villes comme Douala, par exemple, on voudrait que ça se multiplie dans l'arrière-pays, dans nos villages. Pour les femmes rurales. Oui, pour les femmes rurales, en ce moment, on dira les femmes sont des femmes qui sont enceintes, sont bien encadrées, bien entretenues. D'accord. Madame Marie-Christine, je vous pose la même question. Selon vous, quelles sont vos attentes vis-à-vis des structures hospitalières publiques? Eh bien, les structures hospitalières publiques au Cameroun, malheureusement, c'est une grosse catastrophe de mon point de vue. C'est une grosse catastrophe parce que, bon, on va reconnaître d'abord que, oui, il y a certains hôpitaux qui sont propres, bien équipés. Du moins, c'est un début, hein, c'est pas encore parfait. Mais le personnel, les médecins, je suis désolée, j'ai l'impression qu'on a déshumanisé le métier de médecin au Cameroun. J'ai l'impression que c'est plus du commerce et du copinage. Moi, mes attentes seraient que les médecins retrouvent la passion de leur métier, retrouvent l'amour de l'humain, tout simplement, et respectent leur engagement. Ils ont pris un engagement. OK? Donc, respecte cela. Moi, je ne perçois pas. J'ai eu énormément d'expériences négatives dans les hôpitaux au Cameroun. Très récemment encore, ça m'a valu la peine d'un être cher. Je ne vais pas citer les noms, mais c'était vraiment le résultat de la négligence du personnel hospitalier, du manque d'humanisme. Je prends un exemple tout bête. Laisser le patient dormir sur un matelas parce qu'ils ne veulent pas donner un drap dans un hôpital où vous payez... pour l'hospitalisation, ça n'a aucun sens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je suis désolée, il y a beaucoup de bons médecins au Cameroun, mais de façon générale, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Alors, Monsieur Guy Doumbé, Madame Marie-Christine parle ici d'humanisation, d'humanisme, plus ou moins de la profession. On parle de traitement des patients. On a vu plusieurs scandales dans des hôpitaux où des gens arrivent et parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire admettre, on les laisse dehors. Certains sont morts devant des hôpitaux au Cameroun. Qui, en réalité, a la responsabilité de réguler ce type d'attitude ou plus ou moins la conduite qui doit être tenue dans les hôpitaux? Qui doit taper la main sur la table? Non, il est évident que c'est l'État qui doit taper, n'est-ce pas, du poing sur la table. Et en réalité, parce que l'hôpital est ouvert à tout le monde et le directeur de l'hôpital doit prononcer l'admission de toute personne sans discrimination, des hommes comme des femmes, les personnes riches comme les personnes pauvres. OK? Il est bien vrai que les hôpitaux, également les établissements publics en général, sont confrontés, n'est-ce pas, à des problèmes budgétaires. Et bon, en dehors des cas d'urgence ou d'urgence vitale, encore qu'il n'y a pas de différence entre urgence et urgence vitale pour moi quand on est à l'hôpital. Dès qu'il y a urgence, la prise en charge doit se faire immédiatement et sans condition. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de savoir comment vous appelez votre filiation. Si c'est une urgence, on doit vous prendre, vous soigner. Et après que votre état sera stabilisé, peut-être 48 heures après, bien évidemment, on va commencer à poser les questions de bourse quand même. On va rappeler à la famille que, bon, écoutez, la facture est en train de monter. Commencez quand même à payer, parce que, voyez-vous, les hôpitaux doivent acheter des médicaments. Les hôpitaux ne font pas de bénéfices, ça, il faut le savoir. Les hôpitaux doivent payer les factures d'électricité, les factures d'eau, payer les salaires et tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont subventionnés, parce qu'on connaît la charge de travail qui est là. Mais maintenant... par rapport aux pratiques, bonnes pratiques que tout le monde souhaiterait avoir, n'est-ce pas, dans nos hôpitaux, de manière à ce que ces hôpitaux soient arrimés aux standards internationaux, il est important parce que les tests existent, ce n'est pas du hasard. OK? Le Cameroun est l'un des pays qui a, n'est-ce pas, comment on dit ça? Ratifié. Voilà, merci. Le Cameroun a ratifié toutes les conventions internationales, tous les traités internationaux. Et quand vous partez sur le plan international, depuis d'ailleurs la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, on commence déjà à parler, n'est-ce pas, d'un droit de patient. Et au sorti du deuxième conflit mondial, les peuples ont éprouvé, n'est-ce pas, le désir de sacraliser la primauté de l'homme, de l'être humain, parce que les gens mouraient, il y avait trop d'abus, donc l'homme devait être vraiment quelque chose, en fait, une personne sacrée. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que certaines décisions, le Conseil
le Conseil européen, n'est-ce pas, a signé une convention internationale des droits de l'homme. Et sur le plan hospitalier, on a commencé à parler du respect du secret, du respect de la santé, du respect de l'individu. Et plus tard, on est descendu avec la fameuse déclaration Alma-Data sur les soins primaires. Vous vous souvenez de ce slogan, la santé pour tous en l'an 2000, n'est-ce pas, prôné par l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement, on n'a pas atteint ce niveau. Mais on n'a pas atteint ce niveau parce que le travail n'était pas bien fait. Mais justement, est-ce que les subventions de l'État ne sont pas suffisantes pour quand même permettre à ces hôpitaux publics d'accueillir le Camerounais lambda, du moins de donner accès au Camerounais lambda, au moins aux soins primaires? Non, je devais y arriver. Je pense que c'est ce qui est fait. Ben, il faut savoir que selon le contrat synalagmatique qui est signé entre le médecin et le patient, ok, c'est que le patient, il doit payer sa consultation. Bien sûr. D'accord. Et le médecin doit mettre tous les moyens conformes aux connaissances acquises de la science pour lui apporter, à défaut de la guérison, un soulagement. Ok. Maintenant, lorsqu'il y a des cas d'urgence, je le dis, si un enfant est en train de traverser la route et que la voiture le bouscule, étant dans un état où il sera en train de baigner dans du sang, ses parents ou les gens qui sont là vont directement l'amener à l'hôpital. On n'a pas besoin de demander de payer une consultation, de payer un médicament, de faire ceci ou cela. La prise en charge doit être immédiate. Je dis bien immédiate. Elle doit mais est-ce que dans les faits, c'est ce qui se passe? Non, mais je pense que le ministre de la Santé, c'est des choses que le ministre de la Santé a rappelées, d'ailleurs, je m'en souviens. Vous vous souvenez, même parlant de l'humanisation tout à l'heure, là, on a suivi l'actualité avec l'hôpital Choix de Bafoussam, où le directeur avait pondu une note demandant que pour que toute prise en charge soit faite, il faut au préalable verser une somme de 50 000 francs. Mais le ministre l'a rapidement rappelé à l'ordre, vous vous en souvenez? Bien sûr. Alors, donc, la prise en charge dans les hôpitaux, en dehors, quand vous arrivez de manière classique, il est tout à fait normal que vous payiez votre consultation, ok, et que le médecin vous prenne en charge, vous diagnostique la maladie, et puis voilà. Mais lorsque c'est une urgence, je le répète encore, une urgence vitale, vous arrivez à l'hôpital, la prise en charge sera immédiate et sans condition. Et là, je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Le ministre de la Santé, on voit bien le dynamisme avec lequel, n'est-ce pas, il fait des tours dans l'établissement de santé pour voir comment cette humanisation-là est effectivement réelle dans nos établissements. Alors, Madame Marcel, est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Vanessa Tachouin en 2011? Oui, je me souviens de cette affaire. Elle a tellement fait de bruit au Cameroun et ailleurs qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas suivi cette affaire. À l'époque, qu'est-ce que vous aviez pensé? Une jeune fille en troisième qui se fait prendre son bébé, plus ou moins. J'avais beaucoup de peine pour elle. Je la voyais se défendre, réclamer son bébé, et puis j'avais beaucoup de peine pour elle. Et je me disais comment elle va pouvoir s'en sortir. Je me disais qu'elle était très fragile pour supporter un tel coup. Et je me disais il fallait que la famille soit auprès d'elle pour qu'on n'ait pas un autre drame. C'est-à-dire qu'elle avait perdu son bébé. Et il fallait qu'on l'accompagne psychologiquement. Il fallait toute cette batterie de personnes autour d'elle, sa famille, des psychologues, pour qu'elle puisse tenir. Et je me réjouis aujourd'hui de voir qu'elle a pu s'en sortir, parce que je l'ai vue sur plusieurs plateaux ces derniers temps. Et je me dis, elle a beaucoup de force, la petite. Elle a grandi. Oui. Madame Marie-Christine, votre avis également. Est-ce que vous aviez suivi cette affaire en 2011? Oui, je l'avais même presque oublié avant la récente actualité. C'est une femme qui est très forte. Se faire prendre son enfant comme ça et savoir où se trouve son enfant et ne pas pouvoir le récupérer, elle est très forte. Oui. Elle est très forte. Et si vous aviez été très sa injuste. Place, qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne sais pas si fait? j'aurais tenu, je me serais battue évidemment, mais dans notre pays, on sait comment ça se passe. Si vous ne connaissez personne, si vous n'avez pas d'argent, vous faites piétiner. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. D'accord. Cette dernière a également fait des révélations troublantes dernièrement, justement en citant plus ou moins la personne qui aurait pris son enfant. Pourquoi vous pensez que les autorités sont restées silencieuses face à cela? 11 ans.
les autorités sont restées silencieuses. Quand on voit le nom de la personne qu'elle cite, on comprend qu'on est dans le cœur du système. Quand elle fait des révélations sur les identités des personnes qui étaient derrière cette affaire, qui sont certainement encore derrière cette affaire, puisque sa fille, il s'agit d'une fille qui a 12 ans aujourd'hui, selon ce que j'ai suivi, et toujours chez sa deuxième maman, tel que Vanessa elle-même le déclare. Donc, quand on voit donc les noms qui gravitent autour de cette affaire, on comprend tout de suite que c'était une batterie, d'accord, et que Vanessa, fille du Camerounais lambda, ne pouvait pas faire face, autant pour moi, à la batterie, à la puissance qui était en face d'elle. On peut comprendre pourquoi les autorités sont restées tranquilles. On peut comprendre pourquoi elle n'a pas pu récupérer son enfant. Et elle a dit, elle espère que sa fille reviendra. Parce qu'elle pense, elle a la ferme conviction que sa fille reviendra vers elle. Et elle n'a pas tort. Comme message, oui, c'est fort comme message, elle n'a pas tort, hein, parce que le sang, même si vous le déposez quelque part à des milliers de kilomètres, même si c'est en Australie, il y a des enfants qui disent, je veux voir ma mère, ma génitrice, oui, vous m'avez élevé, oui, j'ai été bien encadrée chez vous, mais il est temps que je retrouve ma mère. Et tant que Vanessa sera en vie, avec cette forte envie de voir son bébé, je pense que le sang, le lien de sang est quelque chose de très fort. Elle finira par prendre sa fille dans ses bras. Vous aviez quelque chose à rajouter, Madame Non, juste que c'est par rapport à ce qu'elle disait. Si cette histoire est vraie, parce que bon, tout compte fait, on a deux versions d'une histoire, mais si c'est vrai, moi j'ai un peu honte qu'on voit une femme faible, seule, qui se bat contre un système qui n'a aucune pitié, quoi. Franchement, c'est que les gens restent silencieux comme ça et ne fassent rien, s'ils n'ont rien fait. S'il y a une enquête qui est en cours, je veux bien qu'on soit patient. Mais si rien n'est fait, c'est honteux. Une enquête n'a pas encore été ouverte, la dernière est en 2011 et elle a été fermée. Du coup, pour l'instant, on attend que les autorités réagissent aux différentes révélations et déclarations de Vanessa. Alors, Monsieur Guy Doumbé, tout à l'heure, les dames l'ont évoqué, on parlait d'accompagnement psychologique dans les hôpitaux. Qu'en est-il en réalité ? Pas seulement dans les cas des mamans qui donnent naissance. Il y a beaucoup de problèmes de suivi, même la jeunesse aujourd'hui. Les gens ont besoin de parler, mais ils ne savent pas trop vers qui se référer. On a l'impression qu'au Cameroun, il est difficile de trouver un psychologue ou quelqu'un du métier à qui s'adresser en cas de problème. Non, je pense que c'est un problème qui est lié à la communication, à l'information en milieu hospitalier. Et déjà sur le plan déontologique, n'est-ce pas, l'information, la communication est recommandée. Elle est même une obligation pour l'hôpital. Il faut communiquer, donner l'information. Lorsqu'on est en face d'une personne, on doit lui donner l'information sur la pathologie dont elle souffre. On doit donner l'information sur la thérapeutique qui est retenue parmi celles qui sont présentées et qui sont valides, n'est-ce pas, valides et validées par les connaissances acquises de la science, et choisir la thérapeutique qui ferait le moins mal à la malade. L'information sur les risques consécutifs, n'est-ce pas, à tout acte voire de diagnostic ou d'intervention chirurgicale et tout. Je pense que les médecins déjà ont ce rôle-là de communiquer, d'informer, n'est-ce pas, le patient. Ce n'est d'ailleurs qu'après ça que le malade donne son consentement, n'est-ce pas, sur un courrier. Et ça, c'est une obligation déontologique qui trouve son sens dans l'article 35 du Code de déontologie. Et même sur le plan civil, quand vous regardez l'alinéa 2 qui a été ressuscité de l'article 1315 du Code civil, effectivement, qui était plutôt appliqué dans le domaine des affaires, où on disait que celui qui a l'obligation, n'est-ce pas, de faire une prestation, il lui revient d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette prestation. OK ? Et rabattu à l'hôpital, cette charge revient au médecin qui doit apporter la preuve, toute la preuve qu'il a informé, qu'il a communiqué avec le malade sur son état, sur tout ce qui va se passer et toutes les conséquences et les risques qui vont, n'est-ce pas, se produire. Sinon, effectivement, il va tomber sous le coup
de la responsabilité civile, médicale. Bon, maintenant, pour revenir exactement à la question que vous avez posée parlant des psychologues, ben, écoutez, c'est une discipline comme toutes les autres. Bon, maintenant, si peut-être que les médecins, les jeunes médecins voient que dans cette discipline-là, il n'y a pas trop de rentabilité par rapport à notre environnement, parce que bon, en même temps, ce n'est pas trop dans nos mœurs d'aller consulter, n'est-ce pas, les psychologues. On voit plutôt beaucoup plus les psychiatres, ben, c'est autre chose. Parce que bon, quand on est dans un état mental instable et tout, bon, on va vers le psychiatre qui va jouer son rôle. Mais les psychologues, je pense que pour l'instant, c'est tout le monde qui doit pouvoir jouer ce rôle-là, n'est-ce pas, au niveau de la famille et au niveau des médecins qu'on rencontre, donc du personnel. Et ça pose un véritable problème de formation. Oui. Parce que le personnel soignant, honnêtement, chez nous, il a besoin de formation sur l'observation, n'est-ce pas, des principes déontologiques d'abord. Mais justement, en parlant de formation, il y a le docteur Boni qui n'a pas cessé de marteler sur le fait que les médecins aujourd'hui au Cameroun ne sont pas très bien formés. Quel est votre avis là-dessus? Vous connaissez le professeur Aimé Boni? Oui, je connais très bien le professeur Aimé Boni et je suis souvent sa prise de position. Bon, voilà, il est libre d'exprimer ce qu'il pense et tout, mais il dit des choses sensées. Tel que, effectivement, le problème de formation. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas la compétence de juger de la qualité de la formation d'un médecin. Ce qui est sûr, c'est que dans mon domaine, je trouve qu'il y a un problème, il y a un véritable déficit de formation sur ce que j'étais en train de commencer à citer là avant que vous ne m'interrompiez. Alors, sur, effectivement, l'observation des principes déontologiques, je trouve qu'il y a un déficit. Sur l'observation et le respect des droits des malades, je trouve qu'il y a un déficit. Sur les bonnes pratiques même, c'est-à-dire ce n'est pas les bonnes pratiques sur le plan, pas sur le plan médico-technique, parce que sur le plan médico-technique, je pense que nous avons de très bons médecins. Mais la plupart du temps, vous allez voir que 90% des procès qui sont intentés aux médecins ou aux hôpitaux tournent toujours autour de l'obligation d'information. Si vous regardez même toutes les affaires qu'il y a eu ces derniers temps, en partant de Vanessa Tchatchoua, c'était un rap d'enfant. Là, c'est un problème de désorganisation, n'est-ce pas, du service public hospitalier. Bon, les conséquences, on va en revenir d'ailleurs tout à l'heure. Mais pour le reste, je pense qu'on a besoin d'une réelle formation. Et c'est d'ailleurs ce que le cabinet H-Code propose, n'est-ce pas, de faire des formations. Il y a tellement de sujets et on laisse même la latitude aux établissements de choisir, de faire le choix des sujets en fonction des difficultés quotidiennes que ces établissements-là rencontrent. Et nous pourrions plutôt reformuler ces questions-là de manière à ce que, regardez, si la stagiaire, pour prendre cet exemple rapidement, la jeune stagiaire à l'hôpital que vous avez cité tout à l'heure, l'hôpital Akintini, alors le simple fait qu'elle se soit précipitée d'aller, n'est-ce pas, mettre ce produit biologique dans la poubelle sans attendre que la maman se réveille pour le lui présenter et que la hiérarchie lui expliqua exactement tout ce qui s'est passé depuis son entrée à l'hôpital jusque-là. Ceci aurait permis que la dame, n'est-ce pas, se rende compte effectivement de la vérité, qu'elle soit apaisée et qu'il n'y aurait pas eu tout ce random-là. Vous comprenez? Mais le simple fait qu'on ne lui ait pas montré, effectivement, qu'on ne lui ait pas présenté le produit qui serait donc sorti de son ventre et tout, et je pense qu'avec les conseils des amis, bon, c'est vrai qu'elle-même, elle s'est rendue victime de sa propre erreur. Mais il faut lui pardonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, l'hôpital, c'est un monde très, 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 très compliqué. Et généralement, quand vous arrivez à l'hôpital, vous perdez même vos moyens quand vous êtes devant ces hommes en robe blanche. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que, exactement, l'obligation d'information pèse sur le médecin et la charge de la preuve même de l'information pèse également sur le médecin. C'est un arrêt du 25 février 1997 qui a effectivement consacré ce fait-là, la charge de la preuve, qui revient absolument au personnel soignant. Parce qu'il est très difficile à un individu
qui ne connaît pas ce monde-là, n'est-ce pas? D'expliquer, de communiquer, de dire même ce qui s'est passé et tout. Et c'est pour ça donc que la jeune dame, effectivement, elle a couru dans les réseaux sociaux pour dire, parce qu'on a dû lui dire que ah non, c'est sûr que quand vous dormiez ou quand tu dormais, on a pris ton enfant, on a fait des choses, ce sont leurs pratiques, les choses comme ça. Vous voyez, elle a couru dans les réseaux sociaux et ça fait ce que ça fait. Or, si l'information, pardon, c'est important. Par contre, si l'information lui avait été donnée au moment où il fallait effectivement la lui donner, il n'y aurait pas, vous voyez que même la famille aurait été apaisée et tout, mais le simple fait donc d'avoir eu cette suspicion-là et qu'elle est courue vers les médias, dit qu'on a volé son enfant et tout, ça fait tout ce que ça fait là. Et la vérité est maintenant venue, n'est-ce pas, où on lui a expliqué les choses, vraiment tout ce qui s'est passé, alors que ça aurait dû se passer bien avant. Au préalable, bien sûr. Alors, Madame Marcel, justement, cette affaire de Madame Esther, la toute récente affaire, cette dame qui a accouché prématurément à l'hôpital à Quintigny, qui est sortie pour nous dire que son bébé a été volé, qu'elle exige de voir son enfant même mort. Quelques jours plus tard, sortie du ministre de la Santé, le ministre Malachi Manaouda, qui est justement revenu sur l'affaire avec beaucoup plus de détails. Et cette dame se rétracte. Qu'est-ce que cela, en tant que femme, qu'est-ce que ça vous intime comme sentiment? En tant que femme, oui. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre la dame. Je peux comprendre la dame parce qu'effectivement, quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes enceinte, vous êtes peut-être en travail, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez perdre vos moyens, vous êtes dans un état second, je peux dire second. Et la dame, elle attendait un bébé. Je ne sais pas si... j'ai lu quelque part qu'il y a des grossesses psychologiques, je crois bien. C'est même la première fois que je suis ça. Il y a une spécialiste qui expliquait qu'il y a des grossesses psychologiques. On pense qu'on est enceinte et on n'est pas enceinte. Et, ou alors le bébé n'évolue pas. Ou alors le bébé n'évolue pas. Alors, tel que le ministre l'explique après un recoupement d'informations, c'est une grossesse qui n'a pas évolué, même un avortement retardé. Parce que j'ai vu aussi, hein, je ne sais pas qui a balancé son carnet médical sur les réseaux sociaux, on voit bien que lors d'une consultation, le médecin avait écrit qu'une grossesse non évolutive. J'ai bien vu quelque chose comme ça sur son carnet qu'on a balancé sur les réseaux sociaux. Alors, donc, à un moment donné, je dis, je peux comprendre la dame, elle voulait un bébé. Et comme il vient de l'expliquer, avec l'accompagnement des réseaux sociaux et tout ce qui se passe maintenant, on a dû lui dire que peut-être pendant que tu dormais, effectivement tu as accouché, pendant que tu dormais, on a créé une situation où on a fait disparaître ton bébé. Et la première chose à faire pour elle, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous trouvez toutes les informations, tout y passe. Même ceux qu'il ne faut même pas, aussi, hein, même ce qu'il ne faut pas publier. Donc, elle est allée sur les réseaux sociaux en se disant qu'avec les réseaux sociaux, si jamais il y a eu effectivement ce bébé volé, elle allait peut-être alerter le public. C'est-à-dire, elle a fait d'un fait social. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un tribunal. Oui, c'est vrai, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal, mais les conditions dans lesquelles nous vivons, cette justice qui est à double vitesse, amène les gens à poser des actes parfois parce qu'ils sont désespérés. Et, effectivement. Donc, elle a donc couru sur les réseaux sociaux et après qu'on lui ait maintenant expliqué exactement ce qui s'est passé, c'est normal qu'elle se rétracte aussi. Et là, il faudra vraiment la pardonner parce qu'elle était dans un état, elle est revenue en elle, on lui a expliqué des choses, elle a même dit qu'elle était apaisée. Elle était apaisée et j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'elle a ouvert, ou je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ouvert un compte à sa place, où elle tente d'expliquer la situation, elle tente d'expliquer ce qui s'est passé. Mais ce que je vois au niveau des réseaux sociaux, des gens qui la rejettent, les gens qui la rejettent, qui sont convaincus qu'elle aurait pris de l'argent pour... elle aurait vendu son bébé. Et c'est là le drame des réseaux sociaux. Parce que moi, je continue à dire qu'il faut que sa famille soit près d'elle, sa maman soit près d'elle, son époux, si elle en a, soit près d'elle. Parce qu'elle a perdu, elle a une grossesse, elle a fait un avortement tardif. Et elle est tellement fragile. J'ai vu comment elle essayait de s'expliquer sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'est passé, mais elle est rejetée.
il va falloir qu'on la suive de trop près pour sûr. qu'à un moment donné, on ne nous dise pas qu'elle n'est plus de ce monde parce qu'elle n'a pas pu supporter le choc du rejet. Justement, Madame Marie-Christine, comment vous, en tant que femme également, vous percevez cette rétraction? Est-ce que ça ne discrédite pas les histoires de toutes ces autres femmes qui, en réalité, se font prendre leur bébé? Pour la suite, est-ce que c'est quelque chose de positif d'avoir dit une chose et de repartir ce d'autre fait plus tard? Bon, après, c'est une histoire personnelle. Hein. Cette femme, c'est elle qui sait ce qu'elle a vécu. Et jusqu'au jour où elle se retracte, c'est elle qui sait ce qui s'est passé dans sa vie. En tout cas, tous les protagonistes de l'affaire. Mais déjà, le fait qu'elle soit allée sur les réseaux sociaux, posons-nous la question, qu'est-ce qui l'a motivée à aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est restée à l'hôpital, elle n'a pas eu d'informations? Voilà. Est-ce qu'elle a fait face à l'arrogance du corps médical, comme c'est souvent le cas, où on te prend de haut, et parce que tu es peut-être personne, entre guillemets, on te prend de haut, on ne te donne pas d'informations, on ne t'explique pas. Et à un moment, elle se dit, mais quelqu'un lui dit, mais attends, ils te disent rien, c'est louche. Parfois même, ce n'est pas louche. Mais tellement on te dit rien, on te néglige, tu n'as personne à qui, voilà. Ben, quelqu'un a dû lui dire, ben, comme ils font ça, il doit avoir un truc louche, allons sur les réseaux sociaux. Bon, elle a fait ce qu'elle a fait, voilà, elle a peut-être obtenu ce qu'elle souhaitait en allant sur les réseaux sociaux. Bon, c'est son histoire. Si elle est apaisée, c'est tout ce qu'on demande. Si elle va bien, c'est tout ce qu'on demande. Alors, Monsieur Guy Doumbé, est-ce qu'il est possible de commettre un tel crime au Cameroun et, comme on dit vulgairement, s'en tirer, sans payer les pots cassés, voler un bébé, un rap, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, ou alors même le personnel médical qui décide volontairement d'enterrer un enfant sans que sa mère ne l'ait vu, mort ou vivant? Est-ce que quelqu'un peut commettre ce type d'acte effroyable et s'en sortir? Vous avez raison d'appeler ça crime, justement, parce que mais reste à savoir si cette personne, ce personnel soignant qui le fait en milieu hospitalier, connaît les conséquences de l'acte qu'il serait en train de poser. Je crois que non. Et je l'ai expliqué à l'entame de mon propos. Je vous ai dit, lorsqu'un enfant meurt, quelles que soient les conditions de sa mort, le corps est remis à la famille. OK? Ouais. Oui. Lorsqu'il s'agit d'un fœtus qui est déjà proche d'un enfant, c'est-à-dire avec tous les éléments déjà constitués, normalement, à la mort de ce fœtus, mais même ce fœtus-là, on le remet à la famille. Mais lorsqu'il s'agit d'un embryon, c'est-à-dire d'une grossesse qui est vraiment au départ, et avec des complications, on arrive à l'évacuer, on ne peut pas remettre ce produit sang, bien sûr, à la famille. Mais toutefois, on doit obligatoirement présenter ce contenu-là à la mère, à la famille. OK? Est-ce que c'est fait ici au Cameroun? Est-ce que les choses se passent comme elles devraient se passer, justement? Ben, écoutez, il y a des hôpitaux qui font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et moi, je peux vous dire, moi, je connais... bon, là, il y a eu ce manquement fautif à l'hôpital La Quintini, mais je connais ce que fait le top management de La Quintini pour relever, n'est-ce pas, le niveau de cet hôpital, qui, pour moi, d'ailleurs, est aujourd'hui en tête, hein, pour dire honnêtement... À Douala ou dans le Cameroun? Je parle de Douala. Et même, bon, je n'ai pas encore parcouru tous les hôpitaux du Cameroun. J'en ai parcouru quelques-uns, Douala, Yaoundé, Bafoussam, voilà. Alors, et je connais d'ailleurs ce que ce top management met pour la formation de son personnel, de manière à ce que ce genre de manquement fautif n'arrive pas. Mais malheureusement, là, il s'agissait d'une stagiaire, forcément, qui n'avait pas encore, comme on dit, l'esprit, n'est-ce pas, de la maison. OK? Mais tout au moins, elle devrait se rappeler de ce qu'on lui a dit à l'école. Parce qu'une infirmière, elle a des actes qu'elle peut poser par rapport à ses propres compétences et par rapport à ses connaissances cognitives qu'elle a reçues à l'école. Vous comprenez? Mais lorsque quelque chose ou alors un acte sort déjà de sa compétence ou alors lui échappe, il faut absolument qu'elle se réfère à sa hiérarchie. Bien sûr. D'accord? Et ce jour-là, à ce moment-là, il fallait effectivement qu'elle se réfère à la hiérarchie pour demander la conduite à tenir. Ce qui n'a pas été le cas. Malheureusement, quand elle pose ce genre d'acte, puisque de toute façon, c'est l'hôpital qui répond d'elle, c'est le 1384 du Code civil. On est responsable non seulement des dommages qu'on cause, mais du dommage que les personnes dont le dommage causé par les personnes dont on répond. OK? Et
effectivement, c'est l'hôpital qui répond de cette personne-là. Et vous voyez que la responsabilité va sur l'hôpital, mais ça va être une responsabilité, ce n'est pas une responsabilité grave. Elle peut être ici. Si l'enfant était déjà constitué, normalement, et que ça se serait passé comme ça, effectivement, ce manquement fautif aurait eu une implication pénale. Parce que là, il s'agit d'un choc psychologique qu'on aurait créé à la mère, qui est de nature à engager la responsabilité pénale de l'hôpital. Ok, c'est vrai qu'il est très difficile maintenant d'engager ou alors de voir la responsabilité pénale de l'hôpital s'exercer. Ici, on va revenir, comme c'est un hôpital public, on va revenir effectivement sur le 1384 et on va demander juste à l'hôpital de réparer le dommage qu'il aurait causé, n'est-ce pas, à la mère. Est-ce que dans de tels cas, souvent les hôpitaux, en effet, réparent les dommages causés aux personnes, que ce soit des dommages moraux, physiques? Écoutez, s'il n'y a pas d'action, il n'y aura rien au bout. Parce que c'est ce que je vous disais, l'ignorance est grande. Aussi bien du côté de la population, c'est d'ailleurs pour ça que, par rapport à l'association que j'ai créée, VIAM, l'association qui protège et promeut les droits des malades et des victimes d'incidents et accidents médicaux, je fais beaucoup de publications, j'essaie de sensibiliser la population sur ses droits à milieu hospitalier. Bon, il y a beaucoup de gens qui suivent, mais peut-être... Est-ce que vous êtes accompagné dans le but de votre association? Si je suis accompagné? Non, du tout, du tout. Je travaille pour l'instant. Je n'ai approché aucun organisme international. Étatique? Étatique. Je pense qu'il faut faire le travail d'abord. D'accord. Et ces organismes-là viendront après et constateront qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et à ce moment-là, on va vous accompagner facilement. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je n'ai pas beaucoup suivi la fin de l'histoire, mais j'aimerais savoir, à la suite de ce qu'il dit, monsieur Guy Doumbé, excusez-moi. Donc, j'aimerais savoir si, malgré le fait que manifestement il n'y a pas eu de poursuite, est-ce que la stagiaire a au moins un stagiaire? Bon, est-ce que c'était une infirmière? Est-ce que c'était un élève médecin? Est-ce qu'elle a quand même été sanctionnée par sa hiérarchie? Parce que quand on sait que quand on vous enlève ne serait-ce que le moindre kyste ou le moindre fibrome, on vient vous le présenter. Même la plus petite, entre guillemets, infirmière le sait. On vient vous le présenter à plus forte raison. Un fœtus, même si on dit que c'est un embryon ou peu importe comment on va appeler ce qui est sorti, un produit biologique. Franchement, même si c'est symboliquement, on doit quand même le présenter à la personne. Quel genre d'infirmière ou d'élève médecin fait ce genre d'erreur? Il faut quand même s'interroger. Et est-ce que des actions ont été prises? Parce qu'il y a beaucoup d'impunité quand il y a des erreurs médicales comme celle-là. Bon, j'appelle ça erreur médicale, peut-être que je vais loin. Non, en fait, mais je veux dire, il faut quand même que sa hiérarchie fasse quelque chose. Non, je pense que ça a été fait, puisque de toute façon, le directeur de cet hôpital a communiqué autour de... Il y a des sanctions qui ont été prises effectivement pour cette stagiaire, une stagiaire infirmière. Effectivement, il y a des dispositions qui étaient, des sanctions qui ont été prises et tout, parce que bon, en réalité, ceci participe quand même des connaissances qu'on leur donne à l'école. Vous ne pouvez pas prendre sur vous de faire ce que vous pensez bon, non. Et ça mène aussi à parler des procédures et des protocoles qui doivent être écrits, et même affichés. Bon, là, je dévoile peut-être, c'est un travail que l'on fait. En fait, dans chaque département, les procédures doivent être écrites, affichées, de manière à ce que toute personne, même dans les réunions de coordination, on ne cesse de rappeler ceci. Voilà, quand il y a un protocole, et là on se pose effectivement la question de savoir est-ce que les procédures sont écrites, est-ce que les protocoles sont établis de manière à ce que même les stagiaires qui rentrent, qu'il y ait un petit topo de formation pour les amener à comprendre le fonctionnement de la maison et la prise de précaution, pour ne pas poser des actes, n'est-ce pas, qui vont être susceptibles d'engager la responsabilité de tout l'établissement. Alors, une dernière question pour cette première partie, Madame Marcel. Avez-vous confiance aux institutions sanitaires de notre pays? Mais en tant que Camerounais lambda, je n'ai pas les moyens d'être évacuée. Non, je n'ai pas les moyens d'être évacuée. Je me contente des institutions sanitaires de mon pays. Je n'ai qu'un seul pays, c'est le Cameroun. Tout ce que je peux demander, c'est que l'État puisse relever les plateaux techniques. Je pense qu'ils travaillent dans ce sens. Ils font des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la prise en charge soit vraiment spontanée quand vous avez des malades
des malades qui se présentent à l'hôpital. Parce qu'effectivement, il y a ce problème de déshumanisation dans nos hôpitaux. Vous avez carrément un personnel médical qui est parfois très arrogant quand vous arrivez dans les hôpitaux. Ce n'est pas dans tous les hôpitaux, mais il y en a qui, on a l'impression qu'ils sont obligés d'être là, de venir chaque matin s'occuper de cette façon des malades. On a l'impression qu'ils n'ont jamais le serment d'Hippocrate, ce n'est pas leur affaire. Donc, on demande à tous ceux qui ambitionnent ou alors qui travaillent dans ce domaine, n'est-ce pas, d'être des personnes, comment je vais bienveillantes. Dire, tout à fait. Oui, en pratique, c'est-à-dire qu'ils aient l'amour de ce qu'ils font, parce que quand vous décidez d'être médecin ou alors infirmière ou sage-femme, je ne sais pas trop, vous travaillez pour l'intérêt de l'autre. Vous travaillez pour l'humain. Oui. Vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour l'humain. Il doit être au centre de vos préoccupations. Donc, quand vous avez un malade, vous devez vous occuper de lui comme si c'était, je ne sais pas, vous-même dans cet état-là. Donc, en tant que Camerounaise, je ne vais pas dire, je ne vais pas cracher sur les hôpitaux du Cameroun. Je vais tout simplement dire que lorsqu'on est malade, on va vers eux, qu'ils nous accueillent, qu'ils ne nous assomment pas avec de grosses factures. C'est-à-dire, parfois, vous venez là, on dit on ne va pas vous recevoir parce que vous n'avez pas des moyens. Non, recevez-nous d'abord. Moi, j'ai fait une descente un jour à l'hôpital, je ne vais pas citer le nom, et j'ai trouvé là-bas des femmes qui avaient accouché et elles étaient enfermées. Je vous assure, c'est comme la prison. On ferme la porte de l'extérieur. Il y a un gardien qui contrôle vos allées et venues. C'était terrible. J'ai rencontré là-bas des femmes. Il y a une dame qui était carrément assise sans prise en charge. Elle était en train de perdre la vue. Wow. Oui, elle était en train de perdre la vue. Elle avait accouché, elle avait perdu son bébé. Elle était en train de perdre la vue. Et pendant qu'elle y était, la facture ne faisait que monter. Elles ont pleuré parce que on était une équipe de dames. Et elles nous racontaient leurs mésaventures. C'était tellement choquant. Je ne sais pas, c'était en 2020. J'ose croire que si je me rends encore dans cet hôpital aujourd'hui, je ne vais pas retrouver ce genre de choses. Parce qu'il faut vivre des situations pour comprendre comment les gens souffrent dans les hôpitaux. Alors, le ministre de la Santé qui est là, qui, de temps en temps, on le voit se battre. On le voit se battre pour que les choses aillent mieux. J'espère qu'il a toutes les informations de surtout nos hôpitaux publics, parce que c'est un hôpital public. Qu'on lui donne vraiment toutes les informations, parce que si on lui cache des informations, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des femmes dans cette situation dans les hôpitaux. Alors, ce que je veux dire, c'est que les gens travaillent parce qu'ils ont l'amour du métier. Et de l'humain, surtout. Oui, mais qui ne travaillent pas parce que c'est le dernier rempart pour gagner de l'argent. Voilà. Madame Marie-Christine, avez-vous confiance aux infrastructures sanitaires du Cameroun? Est-ce que je peux répondre en posant une autre question? Quand vous voyez que toutes les personnes dans votre pays qui ont les moyens, dès qu'ils sont malades, ils prennent l'avion et ils partent. Est-ce que ça vous donne envie d'avoir confiance aux hôpitaux du pays? Je dirais non, voilà. Honnêtement. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun qu'on le dit, mais c'est parce que c'est la réalité. Moi, je n'ai aucune confiance aux hôpitaux publics au Cameroun. Peut-être un peu le privé, certains, mais public, c'est des expériences personnelles que j'ai eues. Je ne peux pas les raconter ici parce on ne finira même pas jusqu'à demain. Des expériences personnelles de proches que j'ai eues dans les hôpitaux au Cameroun, non. Vous pouvez nous en raconter une vite fait en 1 minute? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer que vous avez un malade, déjà aux urgences, qui est abandonné à lui-même. On appelle ça urgence. Vous arrivez il n'était même pas très tard, minuit, 1h du matin, vous arrivez aux urgences avec votre malade, on le met sur une espèce de brancard sans rien dessus. Ok, c'est une urgence, d'accord. Il est dans son coin, des heures et des heures et des heures et des heures.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut voir un médecin? Est-ce qu'il peut consulter un médecin? Non, patienter, 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 jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, on l'envoie dans un service lambda, parce que c'est là-bas qu'il y avait la place. Et puis le médecin qui arrive pour lui faire une injection, qui ne peut même pas toucher le malade. Madame, déshabillez votre malade. Je dis, mais cette histoire de garde malade, pourquoi est-ce que ça existe chez nous? Parce que les médecins et les infirmières ne font plus leur travail. Vous venez faire une injection à un malade et c'est le garde malade qui doit déshabiller le malade. Vous n'arrivez même pas à toucher le malade, même avec les gants. M. Guidombé disait les process. Voilà. Il faut qu'on revoie les process. Et aucune communication, devoir d'information là, alors je ne vais même pas rentrer là-dedans. Pendant 4-5 jours avant que mon frère ne décède, aucune communication. On voyait des blouses blanches entrer et sortir. Chacun venait prescrire ses médicaments. Ça, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Personne ne vous dit rien. Non, patientez. La prochaine ronde passe, il regarde à distance. On ne touche pas le malade. Hein? On regarde à distance, on prescrit, on pose. Madame, allez acheter les médicaments. Madame, allez acheter ceci. Madame, allez payer cela. Et le soir où il est décédé, il n'y avait aucun médecin de garde à l'hôpital. Cette nuit-là, toute la nuit, même quand il est décédé, il a fallu attendre le médecin le matin pour qu'il vienne constater le décès. Donc, il est resté allongé sur son lit à attendre qu'un médecin vienne constater qu'il est mort. Bon, je vais vous passer les détails. Parce que, il faut quand même dire que même dans les institutions privées, là, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous soigner. Hein, et ce n'est pas à la portée de tous les Camerounais. Mais au moins, ça reste des hôpitaux et des cliniques privées, pas publiques. Ça reste, mais parfois aussi, parfois aussi, vous y allez, les infirmières. Quand le médecin n'est pas là, elles ne font pas bien leur job. Hein. Elles font rien. Personne ne fait même pas le même médecin. dans les hôpitaux privés. Donc, il faut le dire. Bref, ce qu'il faut dire, c'est que on a beaucoup plus de personnes indigentes au Cameroun. Alors, il faut que l'État, dans sa fonction régalienne, s'assure que tous les Camerounais peuvent accès aux soins. Avoir accès je ne suis pas d'accord parce que c'est... Bon, ok, peut-être, mais ce n'est même pas un problème... Je parle des hôpitaux publics pour tous les Camerounais. Parce que privé, c'est aussi une catégorie de Camerounais qui se rendent... Non, ce que je voulais dire, c'est que même dans le public, il ne faut pas croire en dépenses. Hein. Énormément. Oui, on dépense. Justement, c'est pour ça que je dis que l'État, dans sa fonction régalienne, devra s'assurer que tous les Camerounais ont accès aux soins. C'est-à-dire l'assurance universelle, là, on en parle depuis des années déjà, il faut mettre cette assurance sur pied pour tout le Camerounais. Parce qu'il n'est pas normal que l'argent du contribuable camerounais, n'est-ce pas, soit utilisé pour évacuer ces ministres et leurs familles qui sont bien nantis. C'est vrai, ça existe dans les textes du gouvernement, c'est-à-dire les fonctionnaires d'une certaine catégorie ont le droit. On se privilège. Oui, on se privilège. Et ce n'est pas l'argent du pauvre Camerounais, c'est-à-dire la maman qui vend la tomate au marché, ou alors, je ne sais pas moi, le coiffeur qui paye, le commerçant lambda qui paye ses impôts. Ce n'est pas notre argent qui doit être financer les soins, les évacuations qui coûtent des sommes faramineuses. On parle parfois de 53 millions. Et que ceux qui participent à ce que le trésor public et que les caisses soient pleines, c'est-à-dire en payant les impôts et tout, ne puissent pas se soigner, ne puissent pas s'acheter des comprimés, par exemple de paracétamol, parce qu'il y a encore des gens qui, il a mal à la tête, il ne sait pas quoi prendre. Donc il faut que l'État s'assure que tous les Camerounais ont accès aux soins. Et aux soins de qualité. Voilà. Justement, Monsieur Guidombé, on en parle plusieurs fois, à plusieurs reprises, pas seulement sur ce plateau. Les gens évoquent le coût des soins. C'est quelque chose qui revient constamment lorsqu'on parle des hôpitaux au Cameroun. On prend un exemple donc d'un pays qui est beaucoup plus voisin à nous avec cette histoire d'assurance universelle. Le Gabon qui a lancé la CNAMGS il y a déjà de cela 4 ans, qui couvre au moins les Gabonais lambda qui ne peuvent pas avoir accès aux soins dans des hôpitaux privés. Qu'attend le Cameroun pour instaurer ce type de règles, de réglementation? Pourquoi vous pensez que ça traîne? Écoutez, déjà l'accès aux soins est un principe constitutionnel au Cameroun. C'est-à-dire que l'État garantit, n'est-ce pas, la santé et la sécurité
de tous les citoyens. Donc le président de la République, l'État, il est garant de notre sécurité. Et quand on regarde sur le plan pratique, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont construits. On en trouve vraiment un peu partout sur l'étendue du territoire. Il y a peut-être un problème d'organisation maintenant pour le bassin, n'est-ce pas, de santé, de manière à ce qu'on sache quels soins peuvent être donnés au niveau du district, quels soins, quel est le transfert, à partir de quel moment il faut faire le transfert au niveau départemental, du département, n'est-ce pas, au niveau de la région et tout. Et on construit. Je pense que l'hôpital général de Garoua vient d'être, c'est un chef-d'œuvre. Livré, bien sûr. Et il y a du personnel également, mais moi je dis encore, tous les maux qui arrivent sont consécutifs, n'est-ce pas, au défaut, à l'insuffisance, au déficit de formation. Formation, pas sur le plan, je le disais encore, pas sur le plan médico-technique. Oui. On a de très bons médecins, mais je reviens sur le plan pratique, sur les process, les procédures, même le respect des droits des malades, la connaissance même de ces droits des malades, la maîtrise des principes déontologiques, ok, avoir toutes les compétences sur ce plan juridico-médical, si vous voulez. Parce que, et c'est là-dedans que les problèmes de la communication, les problèmes d'information viennent se poser. Je dis encore et je répète, 90% des procès intentés contre l'établissement de santé et les médecins aussi autour de cette obligation d'information. Parce que la formation doit aller sur tout le personnel, vers tout le personnel qui travaille à l'hôpital. Généralement, quand vous arrivez à l'hôpital, les premières personnes avec lesquelles vous entrez en contact, c'est les gardiens. Est-ce que vous avez remarqué ? Bien sûr. C'est les gardiens qui sont avec les tenues jaunes là. Exact. Parfois vous arrivez, quelqu'un vous parle et tout le monde, moi j'ai vécu. J'ai fait exprès. Parfois je fais exprès. Je fais des choses incorrectes pour voir la réaction du gardien. Je suis obligé de lui dire que non, mais monsieur, quel que soit ce que je fais, vous devez rester calme. Parce que si je tombe là, vous ne savez pas quelle maladie m'amène ici. Alors, vous me brutalisez, vous criez fort et tout. Si je tombe là, vous allez engager la responsabilité de votre société et celle de l'hôpital. Donc, en fait, même le gardien doit savoir qu'à partir du moment où il est à l'hôpital, il est astreint à une obligation de réserve. Une obligation. Mais est-ce que ce n'est pas une faute à l'hôpital même de donner autant de responsabilités à un gardien qui ne sait absolument rien de la médecine? Non, non, c'est une faute au niveau du déficit de formation. C'est ce que je suis en train de dire. Même le gardien doit savoir que quand il est à l'hôpital, tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut entendre concernant un malade, il doit le garder secret. Bien sûr. Oui, il est astreint à l'obligation de réserve. Il ne doit pas divulguer tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu sur l'état d'un malade. Parce qu'il va tomber sur le coup du secret médical. Bien sûr. Et il va effectivement engager sa propre responsabilité qui peut l'amener en prison, lui. Vous comprenez? Donc, au-delà des gardiens maintenant, même les petites personnes, enfin, entre guillemets, qui font les petits métiers et tout, à l'hôpital, il doit y avoir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les politiques de responsabilisation. Voilà. Parce que même la ASH, la petite fille qu'on a prise qui balaie le couloir, elle doit se rassurer que ce couloir est propre du matin au soir, 24 sur 24, qu'il n'y ait pas de peau de banane, qu'il n'y ait pas de produit. Parce qu'un usager qui va arriver marcher dans ce couloir-là, glisser, monter sur la peau de banane, glisser, tomber, se blesser, la responsabilité de celle qui est censée... un petit incident qui va devenir un grand accident, se blesser avec les microbes qui circulent un peu partout, les infections nosocomiales. Il se retrouve en train de voir sa jambe amputée à cause de la petite blessure. Là, vous voyez un peu? Oui, oui, jusqu'où ça peut... Mais, vu vos explications, moi, je suis vraiment tentée de vous demander pourquoi est-ce que l'État camerounais n'accompagne pas VIAM? Pourquoi? Parce que entre le fait que c'est une association pour la promotion et la protection des droits des malades et des victimes d'incidents ou d'accidents médicaux, vous formez également le personnel. Il y a un problème de formation au Cameroun, c'est palpable, c'est visible. Pourquoi le ministère de la Santé ou les autorités compétentes n'accompagnent pas ce type d'initiative? Je pense, merci Eva, mais je pense très sincèrement que ça va venir. Quand vous regardez ces deux cartes-là, vous voyez d'un côté l'association VIAM, vous voyez de l'autre côté HCODE. Bien sûr. Comprenez? Parce qu'en réalité, le juriste qui a des compétences et qui a une formation dans le droit de la médecine, dans la responsabilité, le droit hospitalier, la responsabilité, n'est-ce pas, médicale, il est au milieu. Je suis au milieu, pourquoi? Parce que l'association va accompagner les populations. Oui. L'association, c'est à but non lucratif. Donc, on accompagne, on sensibilise, on forme, on éduque les populations sur les comportements à avoir à l'hôpital, connaître les droits
qui sont beaucoup plus renforcés que les droits ordinaires du citoyen dans la vie de tous les jours. Oui, oui. Une fois qu'on a l'optat, donc il faut connaître ces droits-là. Mais de l'autre côté, on ne peut non plus laisser le personnel dans l'ignorance de certaines choses. C'est pour ça que nous mettons le cabinet, mais on ne peut pas se permettre de donner des formations gratuites aux établissements de santé, et tout. Ça doit être payant. Mais nous faisons de l'offre, n'est-ce pas? Nous faisons des offres. Ceci pourquoi? C'est pour que la prise en charge des malades dans notre pays soit, n'est-ce pas, arrimée aux standards qui se passent au niveau international. Bien sûr. Vous comprenez? Donc c'est un véritable travail depuis, mais je pense que de toute façon, j'ai déjà adressé une correspondance au ministère de la Santé où j'ai fait une offre de formation et je pense qu'il faut que ce soit un travail approfondi de manière à ce que ce qui va sortir de ce travail, alors tout ce que nous avons déjà fait, soit visible dans tous les établissements de santé. Pas qu'on fasse dans un établissement, dans un hôpital, on ne fait pas dans un autre et tout. Ça doit être uniforme, bien sûr. Voilà, uniforme. Et je pense que par rapport à l'association VIAM, bon, il y a forcément des organismes internationaux qui seront intéressés par rapport à ce projet-là et la suite ne peut être que favorable. Donc voilà, on va viser quoi. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, surtout que ce sera bénéfique pour toutes les populations de notre pays. Absolument. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une courte pause à la régie, le temps pour nous de partir vers la deuxième partie de cette émission. On se retrouve juste derrière. À vous la régie. De retour sur le plateau de votre émission Face à vous pour la deuxième partie. Les pays africains en général et le Cameroun en particulier subissent les influences technologiques et culturelles des pays dits développés. La dépravation des mœurs peut être une conséquence de plusieurs facteurs aussi bien que social, familial et culturel. L'éducation de la jeune femme camerounaise est remise en question au quotidien lorsqu'on constate avec stupéfaction les agissements de celle-ci sur les réseaux sociaux, à l'école et dans des lieux publics, etc. Éducation, quel avenir pour la jeune femme camerounaise? C'est dans un instant qu'on tente de répondre à cette question. Face à vous, à tout de suite, à vous la régie. Alors, Marie-Christine, cofondatrice de Women Act, aujourd'hui, quand vous regardez de près comme de loin, qu'est-ce que représente la jeune femme camerounaise pour vous en termes de valeurs? Eh bien, je suis en tant que maman, en tant qu'aînée, je suis vraiment ravie de voir qu'il y a une génération de jeunes femmes aujourd'hui qui excellent dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit la communication, tenez, voilà, que ce soit la mode, que ce soit la beauté, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agro-industrie. Franchement, il y a une génération de jeunes filles qui sont super braves et des bosseuses que j'admire énormément et que j'encourage beaucoup au quotidien. Malheureusement, il y a cette autre jeunesse qui peut-être se laisse influencer par le côté noir des réseaux sociaux, entre guillemets, le côté bling-bling ou bien l'influence des contenus venus de l'extérieur qui leur fait croire que du jour au lendemain, elles peuvent réussir en prenant des raccourcis douteux, etc. Malheureusement, c'est sur cette frange de la jeunesse qu'il faut beaucoup travailler pour essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Madame Marcel, votre avis également, qu'est-ce que représente la jeune femme camerounaise aujourd'hui à vos yeux? Qu'est-ce qu'elle incarne? Je vais juste reprendre le professeur Monon Diana qui disait qu'au Cameroun, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Elle vient de faire une brève présentation de la jeune fille aujourd'hui. Mais sauf que ce qu'on constate, c'est que ces jeunes filles qui se battent, qui travaillent à la sueur de leur front, qui émergent dans leur secteur d'activité, elles ne sont pas mises en avant. Merci. Elles ne sont pas mises en avant. Ce que nous voyons, c'est ces jeunes dames qui se dénudent sur les réseaux sociaux, qui je ne sais pas, c'est un peu rigolo, mais ça fait très très mal. Donc vous avez ces jeunes dames qui se dénudent sur les réseaux sociaux, vous avez ces jeunes dames qui aiment la vie quotidienne. Non, celles qui aiment la vie facile, qui vendent du rêve.
aux autres jeunes filles. C'est elles qui sont mises en avant. On a des cas très très récents, je n'aimerais pas citer les noms sur votre plateau pour ne pas le dénaturer, parce que c'est quand même une émission assez suivie. Donc, vous avez donc ces jeunes filles-là qui font n'importe quoi, elles sont mises en avant. Et du coup, vous avez nos enfants dans les maisons, nos petits frères et petites sœurs dans les quartiers qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut effectivement rentrer dans la facilité. Et du coup, vous avez des enfants qui se lancent dans la drogue, qui pensent qu'il faut faire des vidéos TikTok pour réussir dans la vie. Vous avez, j'ai un jour sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait fait une capture d'écran où un jeune garçon, certainement dans la musique, qui avait été contacté, en fait, qui a contacté une autre personne dans les réseaux sociaux qui lui disait que pour devenir grand dans la musique, il fallait vendre sa mère. Je dis bien vendre sa mère. Ça, c'est une capture d'écran qui avait circulé. Oui. Elle a été viralisée sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez donc cet état de choses au Cameroun. Les jeunes qui se battent sont mis en arrière et les jeunes qui, dans la facilité, c'est-à-dire deviennent des stars. C'est des modèles qu'on veut présenter à nos jeunes. Et c'est très, très grave parce que si on continue comme ça, si l'article ne fait pas son travail, parce qu'on a l'impression qu'ils ne font pas leur travail. Oui. Ils ne font pas leur travail. Des télécommunications, s'ils ne font pas leur travail, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est qu'on aura... Le président Paul Biya a l'habitude de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. On aura donc des jeunes qui ne pourront plus représenter ou défendre les valeurs du Cameroun. C'est ce à quoi on va là. Si, même à la maison, les parents ne surveillent pas l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants. Donc, c'est un travail de fond qui est à faire. On a l'impression que tout le monde a démissionné. Les parents qui sont généralement sortis très tôt le matin pour aller chercher le pain quotidien. Vous imaginez un parent qui sort très tôt le matin, qui ne peut plus contrôler ce que son enfant fait toute la journée. Donc, on va dire le parent, il est responsable à son niveau. On va dire que la société est responsable parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est l'individualisme qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire le voisin ne peut plus dire à l'enfant de son voisin que ce que tu fais est mal. Ça va créer d'autres situations où vous avez ce parent qui va arriver et vous dit « tu ne parles pas comme ça à mon enfant ». Bien sûr. Donc les hommes d'église ont démissionné. L'État même a démissionné. Les professeurs, les enseignants à l'école aussi. Ils sont dépassés. Oui. Ils sont dépassés. Pourquoi? Parce que vous avez ces jeunes qui parfois sont très violents. Oui, effectivement. Qui sont très violents parce que peut-être qu'ils vivent dans des conditions difficiles chez eux, parce que le parent n'est plus là, parce que le parent ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc, c'est tout cet état de choses qu'il faut regarder et dire il est temps, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que si on ne fait rien, on aura une jeunesse perdue. Monsieur Guy Doumbé, vous en tant qu'homme, et je suppose papa, qu'est-ce qui incarne la jeune femme camerounaise à vos yeux aujourd'hui? Alors, je pense que tout le monde l'a relevé. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est les gens qui exposent ce qu'ils croient avoir de plus beau, de plus chic et tout. Lorsque, même quand vous avez l'occasion d'avoir un jet privé, quand vous montez dans votre jet, vous vous filmez, vous diffusez, je ne sais pas, vous voulez avoir quoi? Qu'est-ce que vous gagnez derrière? Lorsque vous avez une belle voiture, voilà, vous montez peut-être avec la plus belle femme et tout, vous filmez, vice-versa, vous publiez. Qu'est-ce que vous voulez gagner derrière? Qu'est-ce que ça vous apporte derrière? En réalité, je pense que on a envie de créer des stéréotypes chez nous et malheureusement, tout le monde y est d'une façon ou d'une autre. Et l'éducation
Je ne sais pas. Je n'ai pas les moyens de savoir si ce sont les parents qui ont abandonné le travail. Parce que de toute façon, il y en a qui arrivent toujours à s'en sortir. Mais une fois qu'on est parti de la maison, même si le parent a fait le rôle, vous savez, j'avais l'habitude de dire que quand vous travaillez quelque part, ou alors quand vous allez à l'école, le plus de temps de la journée, vous le passez avec les gens qui sont en dehors de votre famille. Vous comprenez? Et vous êtes en contact de pas mal de choses qui peuvent influencer votre vie. Ce qui fait que quand vous arrivez à la maison, même ce que vous disent les parents, vous commencez à douter, vous faites la comparaison. Vous dites, ben, ce qu'on me dit à la maison, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça donne? Moi, je vois les autres qui font comme ça, ils ont ci, ils ont ça. Mais la société, j'avais vu une vidéo où quelqu'un disait qu'au Cameroun, il faut éliminer tout le monde et laisser seulement les enfants de 2 ans, un truc comme ça. Pour repartir sur une nouvelle génération. Effectivement, j'ai vu ce post également. Une nouvelle génération. Oui. Bon, c'est une caricature, mais c'est dire que honnêtement, pour l'instant là, je ne peux pas vous dire, j'ai pas diagnostiqué profondément, c'est-à-dire j'ai pas les solutions, j'ai pas encore trouvé, au risque de ne pas dire, au risque de dire. Mais les comportements des jeunes femmes aujourd'hui vous inquiètent ou pas? Vous voyez quand même tout ce qui se passe, les contenus qui sortent de partout, comme on l'appelle communément des nudes, d'autres qui font exprès, d'autres non, etc. Ça, vous voyez. Et vous condamnez ces attitudes. Ça, c'est grave. C'est grave. D'accord. L'argent, mais tout le monde veut avoir l'argent, veut vite avoir l'argent. C'est extrêmement grave. D'accord. Madame Marie-Christine, vous qui êtes un modèle pour beaucoup de jeunes femmes, d'ailleurs même moi dans mon jeune âge, vous avez été un modèle pour moi, vous êtes un modèle pour moi. Pourquoi vous pensez que les jeunes femmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux ont du mal à s'assimiler à vous, dont on a vu la progression au fil des années, qu'à une qui sort de nulle part et qui vient juste pour dévoiler son physique, pour dévoiler ce qu'elle a, ses acquisitions, etc. Pourquoi les jeunes femmes aujourd'hui ne s'assimilent plus au bon modèle? En gros, c'est ça ma question. Bon, ça a été relevé plus ou moins. Je pense que l'une des raisons les plus importantes, c'est le fait que ce qui est valorisé chez nous, c'est ce qui ne devrait pas. Quand vous voyez ce qu'on appelle les fémènes, tout ça, qui sont reçus par les grandes personnalités, les responsables du pays, qui marchent avec eux, à qui tout le monde sert du président, voilà, que tout le monde respecte, entre guillemets. Le petit garçon qui regarde à la maison, vous pensez que ce sera quoi son repère, ce sera quoi sa valeur? C'est pareil pour la jeune fille. Quand elle voit que tout le monde, toutes les importantes chaînes de télévision dans le pays accordent des audiences, des temps d'audience à des personnes qui n'en valent moins. Enfin, je ne vais pas juger la valeur d'un être humain, mais je veux dire qu'ils font des choses que tout le monde reconnaît comme peu recommandables, ou alors qui ont enfin, on sait, quand tout le monde sait dans ce pays qui sont les vendeuses de piment, je vais le dire. Mais quand vous voyez des chaînes de télévision qui vous accordent des audiences à des personnes comme ça, c'est quel message qu'on envoie à la jeune fille qui regarde à la maison? Pendant ce temps, vous travaillez, et vous demandez à passer sur un média, on vous demande de payer des millions. Ok? Vous n'avez pas la même audience, on ne vous met pas en avant. Qu'est-ce que vous voulez que la jeune fille retienne? Effectivement. Voilà, donc c'est pour ça que nous, par exemple, au niveau de l'association Women Act, on prend, c'est une association qui a été créée pour encourager et promouvoir le développement professionnel de la femme. Donc, on essaye de faire une sorte de contrepoids. Ça va être peut-être prétentieux, mais on essaye à notre niveau de mettre en avant des talents féminins positifs, de mettre en avant des femmes qui font des choses, mais encore une fois, allez voir un peu le retour. Ça n'intéresse personne. Parce qu'il n'y a pas le bling-bling, où il y a de la sueur. On voit cette dame qui est agriculteur, qui a son... ou agricultrice, qui a son exploitation agricole, c'est pas sexy, elle est en botte, elle est machin, donc ok, on n'aime pas trop. Pourtant, c'est ce qu'il faut montrer. On voit cette autre dame qui a lancé une industrie agroalimentaire, qui a commencé dans sa cuisine, qui maintenant qui a développé sa production, etc. Ça n'intéresse personne. Pourtant, c'est des vrais métiers. Pourtant, c'est ce qu'il faut mettre en avant. C'est ce que nous, on essaie à notre niveau de mettre en avant. Et on essaie d'inviter les personnes qui ont déjà, des femmes qui ont un parcours plus ou moins abouti, à venir partager leur expérience pour que les enfants comprennent qu'on peut être successful, on peut réussir
Mais voilà le chemin à prendre pour réussir. Ou plus ou moins on peut réussir à la sueur de son front. À la sueur de son front, pas forcément en pensant que du jour au lendemain, on peut s'endormir et se réveiller milliardaire le lendemain. Ça n'existe pas. Bien sûr. Madame Marcel, vous-même qui êtes entrepreneur, vous êtes une femme respectable car vous êtes militante politique, je ne citerai pas le parti parce qu'on n'est pas là ce soir pour parler de politique. L'éducation de la jeune femme aujourd'hui, selon votre point de vue, qui en est en réalité responsable? On a parfois l'impression que les parents abandonnent un peu, comme vous le disiez tantôt, ou alors c'est à cause des conditions de vie. On a de l'autre côté les enseignants, parce qu'il y a beaucoup de scandales dans les écoles aussi à répétition. On a un peu l'impression, on ne sait plus à qui s'adresser pour la responsabilité de l'éducation de la jeune femme. Je pense que les responsabilités sont partagées. Tout à l'heure, j'ai dit que les parents abandonnent un peu. Je n'accuse pas les parents, surtout les parents du bas, là. Les parents du bas, c'est-à-dire le peuple du bas, je ne les accuse pas. Parce que vous avez là-dedans des parents qui ont, par exemple, perdu leur emploi. Vous imaginez un parent qui travaillait, après il a perdu son emploi parce qu'il est dans une société qui est partenaire à l'État et l'État ne peut plus payer les factures et on ne peut pas payer les salaires. Et entre-temps, vous avez des gens qui ventrent les caisses de l'État. Oui. Ce parent-là, qui ne peut plus s'occuper de son enfant, à un moment donné, il ne peut rien dire à son enfant. Parce que quand vous ne pouvez même pas nourrir votre enfant, à un moment donné, vous n'avez rien à lui dire. Parce qu'il y a la société qui lui dit que si tu passes par ce chemin, tu vas devenir quelqu'un, et parfois c'est un mauvais chemin. Donc, ce n'est pas pour dire que les parents abandonnent parce qu'ils ont envie d'abandonner, non. Vous avez des femmes qui sortent à 4 heures du matin pour aller chercher du pain quotidien. Et quand elles ne sont pas là toute la journée, elles sortent à 4 heures, elles vont dans les marchés, elles achètent des articles pour aller revendre dans les marchés, et partent de là à 18 heures, parfois à 19 heures. Vous arrivez à la maison, la société a fait ce qu'il y avait à faire sur votre enfant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, l'éducation de la jeune fille, je veux dire, c'est d'abord la cellule familiale. L'éducation, c'est dans la cellule familiale, mais lorsque le parent n'est pas là, qui s'en occupe, c'est la société qui s'occupe, c'est l'État qui s'occupe. Donc, on a moins de contenu qui permettent aux jeunes filles d'être bien éduquées. Au Cameroun, on a plus de contenu qui mettent la dépravation des mœurs en avant. Et du coup, on a le résultat qu'on a. On a des enfants qui sont violents dans les écodes parce qu'ils prennent de la drogue, qui vendent de la drogue aux enfants. Les enfants ne fabriquent pas la drogue. Ce sont c'est-à-dire c'est des personnes réfléchies qui vont à l'extérieur, qui ramènent ça. Ça passe par où? Ça passe par nos frontières. Et il y a bien de la sécurité dans ces frontières. Comment ça fait pour se retrouver ici? Donc, il faut dire que... Et tout type de drogue, il faut dire que la cocaïne, etc., tout ça, on retrouve ça dans notre pays. Tout type de drogue. Et quand maintenant, vous avez vu comment je vais dire, on a relevé dans certains lycées de la République des enfants qu'on retrouvait dans des maisons fermées et qui faisaient des choses qui n'étaient pas correctes. Des enfants de 15, moins de 20 ans qui étaient dans des situations pas possibles. Il y a des lycées qui ont renvoyé ces enfants et vous les renvoyez à la maison. On parle des situations d'orgie. Voilà, vous les renvoyez à la maison, c'est pour qu'ils deviennent quoi? Donc, il y a énormément de travail à faire. Il y a le ministère, il y a tous ces ministères qui gravitent autour. Ministère de la femme et la famille qui doit jouer suffisamment son rôle. Son rôle sur la jeune fille. Il y a ce problème de communication. J'ai essayé de faire un exercice aujourd'hui en venant sur votre plateau. J'ai demandé à un camarade militant, qu'est-ce que votre mairie prévoit pour l'éducation de la jeune fille? Il m'a fait tout un récital et j'ai voulu rire parce que généralement au Cameroun, on a des textes, c'est très bien écrit, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a tel programme qui est mis sur pied, mais dans la pratique, ça ne se fait pas ressentir. Il évoquait tout à l'heure un problème d'information. Au Cameroun, on ne communique pas beaucoup. Parfois même, l'État met sur pied des programmes pour justement relever ces jeunes filles. Mais vous n'êtes pas informés. Et ça devient une histoire de bouche à oreille, entre copains, entre amis.
Et c'est parfois même des enfants qui ne devaient pas bénéficier de ces programmes qui sont mis en avant. Moi, il y a quelques temps, avant la journée internationale de la femme, il y a un camarade militant aussi qui m'a approché. Il m'a dit, il y a une mairie de la place, je ne vais pas citer le nom de la mairie ici, qui a un programme de formation pour il disait des femmes, des veuves, quelque chose dans ce sens-là. Et je lui ai dit, bon, moi je ne suis pas veuve quand même, mais je peux adhérer, est-ce que je peux adhérer à la formation? Il m'a dit oui, c'est juste comme ça, tout le monde peut adhérer. Et je lui ai dit, ok, comment on fait? Il m'a donné le nom d'une dame qui s'occupait de cette formation. Il m'a dit, tu lui écris, tu donnes ton nom et t'intègres dans la formation pour aller plus rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Mais sauf que la formation a finalement eu lieu. Elle m'a même appelé la dame. Mais sauf que la formation a finalement eu lieu. Je n'ai pas su à quel moment elle a eu lieu. Et quand mon camarade revient vers moi, je lui dis, mais je n'ai pas été formée et tout. Il me dit, mais tu n'as pas appelé la dame? Je lui ai dit oui. Il me dit, il fallait débourser une somme de 2000. Je lui ai dit, mais tu m'as dit qu'elle était gratuite, la formation. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Oui. Il y a des formations, il y a un certain nombre de politiques mises en place, mais dans la pratique, c'est nul. Monsieur Guy Doumbé, ce sera la dernière question à votre endroit. Si vous aviez le pouvoir de décision pour pallier à ce problème, par exemple, de la jeune femme, cette éducation à l'usage pratique des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous aurez fait pour sauvegarder cette jeunesse? On reste dans les suppositions, hein, au cas où vous vous retrouvez dans cette posture ou si vous aviez la possibilité de décider. Ben, attendons déjà que je sois peut-être promu, n'est-ce pas, à ce poste ministériel pour effectivement voir ce qu'il a dû faire. Mais je ne sais pas, il faut réguler les réseaux, il faut les réguler, il faut peut-être faire un tri, il faut un organe qui ferait vraiment un vrai tri de tout ce qui peut être diffusé. Je ne sais pas si c'est faisable, si c'est possible. Mais honnêtement, je n'ai pas trop de solutions à vous proposer. Et pour ne pas dire des bêtises, je pense qu'il faut juste commencer à réfléchir à propos et trouver des solutions à venir. Un conseil en 20 secondes à la jeunesse? Ben, écoutez, lisez, c'est le travail, l'école. Concentrez-vous à l'école. Lisez pour devenir quelqu'un, c'est pas comme ça, c'est pas par les réseaux. Et tout le temps va passer et après vous allez regretter d'avoir passé effectivement beaucoup de votre temps à ces histoires mondaines aujourd'hui. Aller en boîte de nuit, mettre les bouteilles de champagne, acheter des belles voitures, chercher à sortir avec les hommes qui ont beaucoup d'argent. De toute façon, mais à la fin, bon voilà. Je pense que quand on est jeune, on va à l'école, on essaye de travailler. Ce n'est que comme ça que vous pouvez participer, n'est-ce pas, à l'édification de notre pays. D'accord. Madame Marie-Christine, pareillement pour vous, dernière question. Est-ce que vous avez un conseil, un message particulier adressé à la jeune femme aujourd'hui, en votre posture de cofondatrice de Women Act, d'une femme qu'on a vue démarrer sa carrière, qui se bat tous les jours pour sa réussite? Qu'est-ce que vous direz? Eh bien, je dirais, investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même, quel que soit votre âge. Il n'y a pas d'âge pour réussir, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas de limite. Donc, il suffit de vouloir, investissez sur vous-même. À la jeune génération qu'on appelle génération tête baissée, de façon générale, Internet est un formidable outil. Même sur les réseaux sociaux, on peut apprendre. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de comptes éducatifs qui vous apprennent des choses, qui vous apprennent des métiers, qui vous apprennent des formules pour réussir dans ce que vous faites. Au lieu de regarder les futilités, concentrez-vous sur les comptes qui vont vous apprendre quelque chose. Voilà. Merci. Dernier conseil, Madame Marcel, à l'endroit de la jeune femme et la jeunesse en général. Eh bien, avoir déjà confiance en soi. Voilà. Apprendre et apprendre. C'est-à-dire, il faut chercher à acquérir le savoir. Moi, j'ai souvent un problème quand je rentre chez moi et puis je vois des gens concentrés sur telenovelas. Ouais. Alors que vous avez l'intelligence artificielle qui arrive, vous avez National Geographic, par exemple. Vous avez National Geographic, vous avez tellement de chaînes éducatives et vous êtes concentré sur les vies des autres. C'est ça qui les déroute. Donc je demande aux jeunes, apprenez et apprenez.
Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Face à vous, votre émission hebdomadaire tous les mardis à 20h30 sur Dash Media, la voix de l'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission phare avec de nouvelles thématiques à aborder et un nouveau panel, bien sûr. Je vous remercie d'être restés connectés sur ce programme et restez connectés également sur Dash Media pour la suite des programmes. L'information continue. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et on se retrouve demain pour le journal de 19h. Au revoir.